Merci beaucoup, François. Je suis très sensible au fait que vous présentiez le recteur comme un homme de terrain, parce que ce n'est pas ce que j'ai toujours entendu. Combien de fois, au contraire, on m'a dit dans certaines instances que j'étais plutôt hors sol et que c'était ceux qui m'interpellaient qui étaient les acteurs de terrain. Mais donc j'apprécie d'autant plus le terme. Alors, vous allez voir que l'aspect personnel de la chose va être immédiat, puisque je n'avais pas prévu du tout de commencer ainsi, mais je n'ai pas pu me retenir quand j'ai vu cet après-midi, je pourrais dire en venant ici, au coin de la rue des Granges, que j'ai vu ce panneau devant la maison de la presse. Je dois dire que j'ai été... Je m'attends, je ne suis pas innocent au point de penser qu'il n'y a pas d'instrumentalisation politique des questions d'éducation. Mais là, je crois qu'on atteint un niveau qui est vraiment alarmant. Parce que sauver nos enfants, la question qui nous brûle les lèvres, je pense, c'est lesquels. Ça va être toute la question. Ça va être toute la question que nous allons aborder. Et je crains, je vous le dis d'emblée, que ceux dont il est question ici ne soient pas ceux dont je vais vous parler moi. Et je crois qu'on ne peut pas poser d'une manière plus sérieuse, en réalité. On ne peut pas rendre sensible de façon plus grave l'enjeu devant lequel nous sommes quand on publie des unes ainsi formulées. Alors, pardonnerez à l'historien, je vais commencer par lui, de nous ramener au point de départ, de mon point de vue, à la position initiale du problème, et à partir de deux textes de Ferdinand Buisson. Le premier, ici à droite, est un texte où il emploie le mot de séparatisme, dans un texte qui est de 1911. C'est dans le second paragraphe, où il présente donc l'école, il parle du triomphe de l'esprit laïque, où il dit que l'esprit laïque n'est pas en rivalité avec l'esprit clérical, et pour caractériser l'école laïque, il dit « La seule originalité de cette école, qui n'est à personne parce qu'elle est à tous, consiste à fonder l'éducation publique non plus sur le séparatisme confessionnel, mais sur la fraternité nationale. Ce qu'elle veut tuer dans l'âme des petits Français du XXe siècle, ce n'est pas la foi, c'est la haine. Car à ses yeux, toute foi est respectable, toute haine est mauvaise. » Donc, première acception possible du mot séparatisme confessionnel. Un séparatisme confessionnel qui était à l'époque évidemment très dirigé contre l'esprit laïque, contre l'enseignement public laïque, l'école sans Dieu. Deuxième acception possible, dans un texte antérieur, qui est la réponse faite par Ferdinand Buisson lors de son audition par la commission qu'on appelle la commission Ribot, du nom d'Alexandre Ribot, qui est une commission parlementaire qui a auditionné un grand nombre de personnalités avant de préparer ce qui est devenu la réforme de 1902 de l'enseignement secondaire, une réforme importante. Et voilà ce que disait Buisson, avec une liberté de parole assez remarquable. La raison principale pour laquelle il avait été invité, c'est qu'il avait exercé une fonction très importante, celle de directeur de l'enseignement primaire au ministère, pendant une durée record de 1879, où Jules Ferry l'a nommé presque aussitôt après sa propre nomination communiste, jusqu'en 1896, 1879-1896. Et voici ce que dit Buisson. Sans doute, il y a une question scolaire, universitaire et administrative. Mais celle-là n'est que l'accessoire ou la conséquence. Ce qui est au fond de l'enquête, c'est à vrai dire une question sociale. La gravité du problème de l'enseignement secondaire vient de là. La définition même de l'enseignement secondaire ne peut plus se faire en France que sous la forme d'une définition sociale. Il ne se caractérise pas par ses programmes. On le reconnaît à ceci, c'est l'enseignement accessible à des familles d'une certaine condition.
à celles qui peuvent entretenir leurs enfants jusqu'à un âge relativement avancé, sans avoir besoin de les mettre au travail, de leur faire gagner leur vie. Peuvent recevoir l'enseignement secondaire les jeunes gens dont les parents peuvent ou croient pouvoir suffire à tous leurs besoins, à peu près jusqu'à l'âge où ils sortiront du régiment, par exemple. Voilà la condition nécessaire et suffisante. Est-ce là un fait scolaire? N'est-ce pas proprement un fait social? Je ne le discute pas, je le constate. Je voudrais maintenant rechercher ceux qui en découlent. S'il est avéré que l'enseignement secondaire est expressément fait en vue d'une certaine partie de la population, de celle qui a, sinon la fortune, au moins l'aisance, il faut de toute nécessité qu'il réponde aux besoins de cette clientèle. Vous serez frappé comme moi de l'extraordinaire actualité de cette définition. Qu'est-ce qui devra déterminer les formes de l'établissement scolaire? Ce ne sont pas les préférences de l'université. Il emploie ici le mot au sens traditionnel, l'université impériale, c'est-à-dire l'ensemble des établissements. Ce n'est pas un établissement d'enseignement supérieur, c'est l'université dans la globalité de l'enseignement public. Les doctrines de tel ministre ou les opinions de tel pédagogue, ce seront les conditions mêmes où se trouve la société bourgeoise et dont le collège doit tenir compte. Ce sont donc bien des faits sociaux qui pèsent sur la question de l'éducation. On a là une idée cruciale et qui reste, pour moi, valable, qui est qu'on a le système scolaire que veulent, à leur avantage, les dominants de la société. Et il en va de ce système depuis l'origine ainsi. Quand Napoléon l'a créé, l'université impériale, en 1806 et 1808, en 2 temps, il voulait dégager une élite pour l'Empire. C'est d'ailleurs occupé pratiquement que de l'enseignement secondaire. L'enseignement primaire était laissé aux frères des écoles chrétiennes. Et on a fait les lycées, oui, parce qu'on voulait dégager une élite. Eh bien, ceux qui nous parlent aujourd'hui de l'excellence, en craignant qu'elle se dégrade par l'excessif mélange des élèves, ont la même idée. Il faut continuer à dégager une élite, et nous allons voir que ce n'est pas notre problème, parce que nous y arrivons en fait assez bien à reproduire une élite. Alors, je voudrais maintenant m'arrêter à ce qui a été un tournant, un double tournant. Le début de la présidence de François Mitterrand. Pourquoi? Parce que c'est à la fois le moment où ont été créées les zones d'éducation prioritaire, qui sont, nous allons le voir dès la citation que je vous propose, bien au-delà des intentions du ministre, des intentions initiales du ministre, devenues structurantes, qui ont créé un dualisme supplémentaire à partir du moment où on introduisait, et c'était très nouveau, l'idée de discrimination positive. Au nom de la discrimination positive, on créait des zones dans lesquelles on allait concentrer des moyens supplémentaires. Mais voyez comment Alain Savary voulait qu'on le fasse. S'il apparaît nécessaire de prévoir une action soutenue s'étendant sur plusieurs années, il serait peu souhaitable d'envisager une assistance permanente qui risquerait d'aboutir à la constitution de ghettos scolaires. Là encore, quelle lucidité! Et au point où nous en sommes aujourd'hui, je crois que cette prévision s'est trouvée vérifiée au-delà de ce que pouvait craindre Alain Savary. Donc, pérennisation d'un dualisme qui n'est évidemment plus celui de l'époque de Ferdinand Buisson, parce qu'à l'époque de Ferdinand Buisson, ceux qu'il appelait les exceptions consolantes, et je dis ceux parce que c'était avant tout des garçons, évidemment, l'enseignement secondaire des jeunes filles était à ses débuts seulement. C'était ceux qui, par exception, effectivement, passant le concours des bourses, arrivaient à passer du primaire au secondaire. C'était des exceptions très peu nombreuses. Les enfants du peuple ne sortaient pas du primaire à l'époque de Buisson. Ils pouvaient éventuellement continuer au cours complémentaire ou à l'école primaire supérieure, mais c'était toujours le primaire. Aller à l'école normale d'instituteur ou d'institutrice, c'était encore le primaire. Et même aller jusqu'à l'école normale supérieure de Saint-Cloud pour les garçons ou de Fontenay-aux-Roses pour les filles, c'était le supérieur du primaire. L'école primaire supérieure était le secondaire du primaire, et les écoles normales
de Saint-Cloud et Fontenay était le supérieur du primaire. Et symétriquement, vous aviez le primaire du secondaire, les petites classes des lycées, où les enfants de la bourgeoisie faisaient leurs études primaires et ne côtoyaient pas les enfants qui allaient à la communale et qui étaient, eux, les enfants du peuple. Donc, quand vous entendez idéaliser à G continu les hussards noirs, l'école de la Troisième République, vous entendez idéaliser une école qui était structurellement inégalitaire. Structurellement. Qui n'était pas une école où on progressait par degrés, qui était une école où les degrés reflétaient les ordres de la société. Il y avait un ordre primaire dont on ne sortait que par exception, et il y avait un ordre secondaire, bourgeois, qui produisait les élites comme on l'entendait, selon la méthode que décrivait Buisson. Avec la démocratisation progressive, très progressive, qui s'est produite au cours du XXe siècle, mais j'attire votre attention sur ce point, je ne m'y arrête pas, nous y reviendrons peut-être dans la discussion. Le collège unique, tel qu'il a été fait, il reflète ce que nous venons de dire. C'est l'aboutissement d'un processus où on veut éventuellement élargir un peu la base sociale, mais où on le pense comme l'antichambre du lycée, avec les attentes qui sont celles du lycée général. Et où on va donc promouvoir une excellence qui est uniquement celle qui peut conduire à réussir dans la voie générale. Et pour tous ceux qui n'y correspondent pas, 4 ans de collège ainsi conçu, c'est long. Deuxième... là je passe parce que j'ai une demi-heure et j'ai déjà bien entamé. On y reviendra éventuellement. Deuxième tournant du moment, ce que j'appelle le moment Alain Savary, c'est l'abandon de ce qui était un des engagements, des propositions du programme de campagne de François Mitterrand, la création de ce qui s'appelait un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Voilà un acronyme qui n'a pas eu, qui était biodégradable. Il a disparu assez vite. Spulet. Je ne vais pas lire, et je vous laisserai de toute façon le PowerPoint, on pourra vous le distribuer, bien sûr, ensuite. Mais j'ai reproduit ici une citation d'un de mes professeurs que j'aime beaucoup, Jean-Marie Mayer, qui, à chaud, en octobre 1984, a signé un article dans la revue XXe siècle où il analyse l'échec et la mobilisation très forte qui s'est produite pour empêcher l'adoption de cette loi portée avec difficulté et après beaucoup d'efforts diplomatiques par Alain Savary. Mais en gros, dans cet extrait d'article, Jean-Marie Mayer souligne que par rapport aux mobilisations religieuses du passé, c'est tout autre chose qui est en jeu, ce n'est plus la religion, c'est la liberté de choix des familles. Celle-ci, il parle de l'opinion, reste en majorité favorable à l'école publique, 57% des Français selon un sondage de novembre 83 pour l'école publique, mais elle est d'autre part majoritairement favorable à l'existence de l'enseignement privé. Bon, ces proportions, je n'ai pas, à vrai dire, cherché ce qu'elles sont aujourd'hui, mais si elles ont changé, c'est en s'aggravant dans le sens de l'opinion favorable à l'enseignement privé. Mais très lucidement, alors qu'il était un historien catholique du catholicisme, il n'était pas que cela, mais il était aussi cela, de tradition démocrate chrétienne, Jean-Marie Mayer soulignait bien que les motivations, comme on dit, des parents pour mettre leurs enfants, scolariser leurs enfants dans le privé n'étaient plus que marginalement religieuses. Et alors que Alain Savary avait introduit les zones d'éducation prioritaire par voie réglementaire et en prévoyant qu'elle avait un caractère expérimental et temporaire, eh bien, on a eu une inscription dans la durée avec des relances à plusieurs étapes qui ont changé un peu l'organisation. Vous retrouverez, c'est pas lisible d'ici, mais je vous laisserai aussi, enfin, vous retrouvez dans le diaporama cette frise chronologique. Ce que l'on peut en dire, c'est que cette réforme si importante, si structurante,
introduite discrètement et par voie de circulaire, n'a jamais, à aucun moment, même lors des relances successives, fait l'objet d'une délibération parlementaire, comme il y en a pour les lois. Alors, vous voyez, lorsqu'on survole le parcours des grandes questions d'éducation, des politiques d'éducation depuis la Révolution française, on est passé en quelque sorte d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on cite Condorcet, lorsqu'on cite les rapports, c'était des rapports parlementaires. Les assemblées de la Révolution délibéraient sur les questions d'éducation. Et ce que l'on a pu éventuellement reprocher, ce n'est pas la pauvreté des idées, c'est la pauvreté des moyens de concrétiser les idées. Mais en ce qui concerne les idées, tout y était, pratiquement. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Les députés ne sont pas restés sans réagir sur les évolutions de la carte de l'éducation prioritaire. Mais vous savez bien en quoi consiste essentiellement leur action. À sauver les établissements qui sont dans leur circonscription et en avoir le plus grand nombre possible. Je parle librement, mais je parle aussi d'expérience. Et quant à la question des moyens sans cesse relancés, parce qu'évidemment, quand vous augmentez le nombre des établissements et que vous créez des primes, et que vous les augmentez, ces primes, pour rendre attractifs ces postes, ça coûte de plus en plus à l'État, sans pour autant, selon certains, que les résultats scolaires des élèves soient à la mesure des efforts consentis, des efforts financiers consentis par l'État. Alors, mes collègues et amis, Marianne Azéma et Pierre Mathieu, qui avaient été chargés par Jean-Michel Blanquer de rendre un rapport préparatoire à une révision qui n'a pas eu lieu de la carte de l'éducation prioritaire, avait, en s'appuyant d'ailleurs sur un rapport de la Cour des comptes, établi que le coût moyen annuel d'un collégien scolarisé en éducation prioritaire est de 6 987 €, ce sont des chiffres de 2018. Soit 1 412 € plus 25% de plus qu'un collégien scolarisé hors éducation prioritaire. Voilà un chiffre. Retenons-le. Alors évidemment, quand on... C'est pas la même chose d'avoir 1 400 € de plus de coût de scolarité pour un collégien d'éducation prioritaire quand vous en avez, comme en 1982, 500 000, et qu'aujourd'hui vous en avez 1 174 000. Certes. Vous avez donc là la croissance, les colonnes bleues, c'est la croissance des effectifs entre 1982 et 2015. Les effectifs en bleu, c'est les écoliers et les collégiens. Donc les collégiens, en fait je me suis trompé, les collégiens ils étaient 273 500 en 1982, ils sont 537 000 en 2015. 21% et 20% des écoliers. 2015, 20% donc des écoliers français et 21% de France et 21% des collégiens sont dans des établissements classés en éducation prioritaire alors qu'il n'était que 8 respectivement, 8 pour les écoliers et 10% en 1982. Et quelle est leur répartition sociologique? Vous avez ici le lieu de scolarisation, donc total 100%, les REP+, 7%, les REP 14%, hors éducation prioritaire, 79% sur l'ensemble. Les PCS défavorisés, donc les catégories socio-professionnelles des parents, 35% dans les établissements hors éducation prioritaire, 67% dans les REP+.
Donc, vous voyez, les élèves en REP+, les collégiens REP+, représentent 7% du total, mais parmi les élèves en REP+... Expliquez ce qu'est un REP, parce que tout le monde n'est pas... Alors, un réseau d'éducation prioritaire plus, c'est-à-dire ceux où la situation sociale des familles est la plus dégradée. Vous avez deux niveaux, REP et REP+. Et donc, la misère se concentre dans les REP+. Et elle s'y concentre d'autant plus que c'est là, bien sûr, qu'on va mettre aussi les classes pour apprendre le français plus intensivement aux élèves qui ne le parlent pas en arrivant, qu'on va mettre les classes pour les enfants handicapés, enfin, les SECPA, naturellement, etc. Tout ça, ce sont des concentrés. Donc, et les boursiers, 65% dans les réseaux d'éducation prioritaire, plus 23% dans les collèges hors éducation prioritaire. Voilà la réalité statistique telle qu'elle est établie par la Cour des comptes. Qu'est-ce qui a donné une acuité récente plus grande à ces questions? C'est la divulgation publique d'un indice de position sociale des familles qui a été créé par la direction de l'évaluation du ministère, la DEP, les deux P signifiant prospective et performance, au moment où Najat Vallaud-Belkacem lançait à la fois, en 2015, une réforme du collège et une tentative d'expérimentation dite des territoires pilotes, où elle souhaitait qu'avec les collectivités, c'est-à-dire avec les départements, les recteurs négocient des aménagements de la carte scolaire dans lesquels, idéalement, devaient aussi prendre leur part les établissements privés. Et pour étayer l'argumentation en faveur de cette politique, cet indice a été créé par la DEP, mais gardé sous embargo. Et tout le monde, en fait, savait que ce serait une photographie qui accentuerait encore cette impression de ségrégation. Et le ministère a dû, après une condamnation par le tribunal administratif de Paris, le 13 juillet 2022, rendre public ces données. Et la publication a eu lieu début octobre. Et là, évidemment, on a vu que l'enseignement privé, majoritairement catholique, concentre dans des proportions extraordinaires les couches sociales les plus favorisées. Et ça a donné lieu donc à un rapport de la Cour des comptes, dont je ne vous ai retenu que le communiqué, un extrait du communiqué de presse, le 1er juin dernier, à propos de l'enseignement privé sous contrat. Les établissements privés sous contrat bénéficient d'une large autonomie d'organisation. Les pouvoirs de leur chef d'établissement sont plus étendus que ceux de leurs collègues du public en matière non seulement d'inscription des élèves, mais aussi de recrutement des enseignants, comme des autres personnels, d'organisation des services et des remplacements en cas d'absence. Et pour le seul premier degré, d'évaluation des enseignants. Vous entendez là une petite musique, qui doit être familière à vos oreilles, qui est celle du modèle que ce type d'organisation pourrait être pour l'enseignement public. Les enseignements sont dispensés par plus de 142 000 professeurs employés par l'État, qui sont gérés par une rectorat et affectés dans un établissement privé sous contrat avec l'accord de son chef d'établissement. Ainsi, les moyens consacrés par l'État à ces établissements s'élèvent à 8 milliards en 2022. De manière globale, le financement apporté par l'État aux établissements privés sous contrat est prépondérant dans leur modèle économique, 55% pour le premier degré et 68% pour le second degré. Ce qui a suscité une réaction immédiate, vous vous en doutez, du secrétariat général de l'enseignement catholique.
qui a argumenté en disant que même en intégrant la contribution des familles, le coût élève du privé reste inférieur, moins 79%, à celui du public. Et donc, vous voyez où ils en viennent, au total, l'enseignement privé sous contrat permet ainsi d'économiser 9,48 milliards à la puissance publique. Un tiers de cette somme correspondant à des dépenses évitées aux collectivités locales. Voilà l'argumentation en défense que présente l'enseignement privé sur le site du secrétariat général de l'enseignement catholique. Alors, très très rapidement, parce que ces graphiques sont extrêmement parlants, les IPS maximum, les plus élevés, vous voyez la répartition, 60, le bleu foncé c'est le privé, 60,3%. Les plus faibles, c'est-à-dire les plus précaires, la population la plus déshéritée, 3,2%. Proportion du nombre des collèges privés sous contrat et public en fonction de leurs IPS. 77,9%, c'est 140 IPS et plus, et plus haut. Moins 90, 5,7%. Bon, je passe. Là, ce graphique-là vise à vous montrer un autre aspect du problème, qui est que l'éducation prioritaire, même agrandie, même en augmentant le nombre des établissements qui en font partie, laisse en dehors des établissements qui sont aussi dans l'obligation d'accueillir un public très défavorisé. Puisque moins de 90, vous en avez 49,41%, il s'agit des écoles, là, des écoles élémentaires. Donc pratiquement la moitié des écoles dans lesquelles vous avez un indice de position sociale de moins de 90 sont hors éducation prioritaire. Et pour les collèges, hors éducation prioritaire, c'est un peu plus équilibré, un peu mieux réparti, 27,5 hors éducation, dans les REP et dans les REP+, ça s'équilibre, vous voyez, entre le haut, c'est les REP+, donc c'est à peu près comme ceux qui sont hors REP, et au milieu, c'est-à-dire presque la moitié, sont dans des REP. Bon, je passe vite, mais cette carte est saisissante de la Seine-Saint-Denis. Vous avez donc plus c'est foncé, plus vous avez des écoles avec un IPS inférieur à 90. Villetaneuse, Saint-Denis, Aubervilliers, vous voyez le bleu foncé. Stein, Blanc-Ménil, Bondy, et puis vous avez à côté des communes dans lesquelles il n'y en a pas. Pas du tout. Pratiquement pas. Et dans les collèges, vous avez les 5 plus grandes villes de France. Nombre de collèges publics et de collèges privés parmi les 10 collèges au profil social le plus favorisé de chaque commune. Bien, à Paris, c'est 1 dans le public, 9 dans le privé. À Marseille, 0 dans le public, 10 dans le privé. À Lyon, 3 dans le public, 7 dans le privé. À Toulouse, 1, respectivement 1 et 9. Et à Nice, 2 et 8. Pisa. Voilà la France. Les plus bas indices de position sociale, et là les plus hauts. Le quartile le plus élevé et le quartile le plus faible. La France est un des pays où l'écart entre les deux est le plus grand. Vous remarquerez qu'on n'est pas si mal pour les plus hauts. Tous ceux-là sont en dessous de nous. On en a un certain nombre au-dessus, mais c'est loin d'être dramatique. Par contre, là, on est avec un écart qui est parmi les plus grands. Il y a la Roumanie, où l'écart est très grand aussi. J'ai repéré qu'il y avait la Croatie. Vous voyez, ces pays-là, mais il y en a très peu.
Alors lesquels faut-il sauver? Quand on dit sauver nos enfants, ceux-là ou ceux-là? Je termine sur cette citation. Je n'ai pas mis l'auteur, je vais vous le révéler après. On peut s'attendre à ce que les classes défavorisées envient aux favorisés leurs privilèges et fassent tout pour en finir avec leur propre surcroît de privation. Si ce n'est pas possible, un mécontentement s'accumulera au sein de cette civilisation et sera susceptible d'aboutir à de dangereuses rébellions. Mais tant qu'une civilisation n'a pas dépassé le stade où la satisfaction d'un certain nombre de membres a pour condition l'oppression des autres, qui sont peut-être la majorité, et c'est le cas de toutes les civilisations actuelles, il est compréhensible que ces opprimés développent une hostilité intense envers la civilisation qu'ils rendent possible par leur travail, mais dont les biens ne leur échoient que pour une petite part. On ne saurait attendre de ces opprimés qu'ils intériorisent les interdits de la civilisation. Au contraire, ils ne sont pas disposés à reconnaître ces interdits. Ils ont envie de détruire la civilisation elle-même, éventuellement d'en supprimer jusqu'aux conditions. L'hostilité de ces classes envers la civilisation est si patente qu'elle a empêché de voir l'hostilité plutôt latente des couches sociales mieux loties. Phrase importante. Inutile de dire qu'une civilisation qui laisse insatisfait un si grand nombre de ses membres et les pousse à la rébellion n'a pas l'espoir de se maintenir durablement et d'ailleurs ne le mérite pas. L'auteur, c'est Sigmund Freud. Dans un texte intitulé « L'avenir d'une illusion » qui est de 1927. Je le laisse à votre réflexion.